je voulais, comment dire, partager une pensée en mémoire des victimes du conflit israélo-palestinien, celles des derniers jours, que j'aurais aimé désigner par leur nom, et qui sont probablement des victimes qui obligeront, dans le sens de Lévinas, à faire agir Breaking Silence. En fait, beaucoup détestent l'injustice contre les Palestiniens, et pas les Palestiniens eux-mêmes. Notre résilience découle de notre souffrance en tant que seule nation encore sous occupation au cours de ce siècle, qui appelle pourtant à la parité des sexes, aux droits de l'homme et à l'équité politique. Notre résilience découle de notre conviction catégorique que notre cause palestinienne est une cause humaine par excellence. Notre résilience découle de nos luttes pour réaliser nos droits humains et politiques en matière de justice, de liberté et de conditions de vie normales, sans mur, sans détention et sans injustice. Lorsque les murs sont construits, c'est une offense qui est donnée aux voisins. Cette résilience était à l'origine du livre que j'ai récemment publié, Pour l'amour de Bethléem, ma ville emmurée. Je travaille en tant que maire de Bethléem à créer un modèle pour le leadership des femmes dans une société patriarcale. C'est le témoignage de Vera Baboun, la mairesse de Bethléem. Quelle est la place, Bernard, de la femme dans cette histoire? Je pensais à Zora, l'Algérienne de Marseille, qui était là. Qu'est-ce qu'on lit dans le visage de la femme? C'est un vocabulaire qui ne me correspond pas beaucoup. C'est-à-dire, je ne sais pas trop ce que c'est la femme, l'homme, le chien. Je connais des femmes, des hommes. Donc, je n'arrive pas à avoir de relation avec un être humain, un individu autre qu'en tant que ce qu'il est, entre autres femme, quand c'est une femme. Alors bien sûr, ma relation n'est pas la même avec une femme, a priori, qu'avec un homme. Encore que. Enfin voilà, je ne sais pas quoi répondre à cette question. C'est-à-dire, Tu nous mets sur la piste pourtant. Tu parles de Zora, l'Algérienne de Marseille, qu'on identifie, alors qu'on voit, qu'on visualise, du fait de ta description. Quelle est la manière dont on va intégrer l'autre? Alors je te suis quand tu dis que tu ne connais pas de femme, d'homme ou de chien. C'est un discours paulinien, c'est Saint Paul qui nous renvoie à ça d'une certaine manière. Quelle est la part de vérité de l'autre? Quelle est la part de vérité de l'autre? Si tu avais fait ce voyage avec les Français de confession juive, avec des Américains évangélistes, qu'est-ce qu'on aurait vu de ce champ-là? Et qu'est-ce qu'on en ferait aujourd'hui les uns avec les autres? Bon, là, c'est évident que la singularité de ce voyage et la force, un peu par hasard, hein, il faut bien le dire, encore que, c'était avec un groupe de chrétiens, donc, d'ailleurs, chrétiens, c'est un peu vite dit, parce que parmi ces 37 catholiques de gauche, il y en avait un bon tiers qui n'était pas plus croyant que moi, hein, mais qui étaient tous d'origine chrétienne, même Zora, l'Algérienne de Marseille, chrétienne arabe. Mais, alors effectivement, ce statut particulier que j'avais d'être le seul individu d'origine juive a été déterminant dans ce voyage. C'est ce qui a créé sa dramaturgie, sa tension. C'est que j'avais une fonction, à
un rôle à occuper parce que j'avais une connaissance de l'histoire, une empathie différente. J'avais une partie de ma famille, une grande partie de ma famille en Israël, j'étais le seul à être dans ce cas-là. Déjà ça change complètement ma vision. Il se trouve que la particularité de ce groupe, c'est que c'était vraiment en grande majorité des gens de bonne foi. Pas des gens de foi, des gens de bonne foi. C'est-à-dire des gens qui étaient de manière très émouvante, d'ailleurs très touchante, ouverts au discours de l'autre, a priori. Donc, c'est ça qui était formidable. Ça tient peut-être au fait que le témoignage chrétien a l'histoire qu'il a. Le témoignage chrétien, c'est complètement résiduel aujourd'hui, ça n'existe presque plus, hélas. Parce que je connais maintenant un petit peu l'histoire de ce mouvement, qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale, et de ce journal, qui a eu énormément d'importance jusque dans les années 70, jusqu'à la fin des années 70, mais maintenant c'est moribond, c'est complètement résiduel. Mais c'est des gens il y avait là-dedans au moins une quinzaine de personnes absolument exceptionnelles, quoi. Et ça, c'était une chance formidable, quoi. Donc voilà, c'est aussi ce voyage-là, parce que c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, pour retourner en Israël, puisque j'en avais vraiment besoin et envie, il fallait que j'aille d'abord dans les territoires occupés. Or, je ne pouvais pas m'imaginer d'aller faire un voyage touristique en Israël en restant que d'un côté et en ne voyant avec la caméra posée que d'un côté du mur. Il fallait que j'aille d'abord voir comment c'est de l'autre côté. Et on nous met dans la tête que quand on est juif, c'est hyper dangereux d'aller en Cisjordanie, ce qui est complètement faux. Mais complètement faux. Ça fait partie de la propagande des gouvernements extrémistes qui sont en place depuis 15 ans en Israël. Puisque depuis, j'y suis retourné tout seul, et que j'allais tous les jours tout seul avec les bus arabes à Al-Quds, à Naplouse, à Hebron, à Birzeit, rencontrer des gens, et que non seulement je ne risquais rien, mais que j'étais reçu à bras ouverts. Ils ne demandaient pas mieux que de me parler, et très franchement, je parle de la Cisjordanie. Gaza, c'est tout à fait une autre histoire, évidemment.